RFM, le forum débat. On n'est pas loin quand même de la diffamation et du mensonge qui peut être poursuivi en justice. Finalement, c'est aux travailleurs, c'est aux petits, c'est aux plus pauvres de payer la crise. Les Français apprécieront qu'on paye un type 15 000 € pour mettre en place une loi liberticide. On veut plus ça. Vous décrédibilisez totalement les médias. C'est très grave. Franchement, c'est très grave ce qui se passe. La population, le peuple, lui, résiste. Trouve des moyens de dire tout ceci n'est pas acceptable. Beaucoup d'hommes et de femmes ne peuvent plus se soigner correctement. Moi, je dirais quand il y a un facho, ça va, mais quand il y en a trop, ça ne va plus. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Branine. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce dernier forum débat de la semaine. Ce soir, émission une nouvelle fois placée sous le signe de l'économie. Nous n'étions pas encore revenus sur ce nouveau plan d'austérité adopté par le Parlement grec. C'est ce que nous allons faire ce soir. Était-ce la seule alternative possible pour éviter la faillite du pays? Ce vote a déclenché une vague de contestation accompagnée parfois de violences sans précédent. Quelle sera la suite pour la Grèce? De combien sera la facture pour les autres pays européens, notamment la France? Enfin, on tentera d'évoquer les propositions de certains candidats à la présidentielle pour résorber la crise de la dette. 01 48 060 060, vos appels, c'est pour tout à l'heure à 19h. Nos invités, ils sont 4 sur le plateau ce soir, à commencer par Alexandre Kateb. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, maître de conférence à Sciences Po, directeur de compétences finances. Deuxième invité avec nous ce soir, François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, candidat à l'élection présidentielle. On pourra en dire un mot bien entendu tout à l'heure. Vous êtes partisan d'une sortie de l'euro. On en reparlera encore une fois ce soir. Troisième invité, Fabien Perrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Humanité Dimanche. Vous vous êtes rendu récemment en Grèce. Vous allez nous raconter ce voyage. Quatrième invité, Yvonique Leny. Bonsoir. Bonsoir. Pour les jeunes radicaux de gauche, vous vous intéressez beaucoup pour votre parti à toutes ces questions, messieurs. Merci d'être avec nous. On va commencer donc par évoquer la Grèce. La tension est quelque peu retombée là-bas, au moins en apparence. Il y a quelques jours, donc, le Parlement grec a voté un nouveau plan d'austérité qui va rendre la vie de ses concitoyens encore un peu plus difficile qu'elle ne l'était. Première question, messieurs, est-ce qu'il était envisageable, même une seule seconde, que les parlementaires rejettent ce texte, ou alors la pression était trop forte? Je vais peut-être vous poser la question à vous, Fabien, parce que vous venez de rentrer d'Athènes, de Grèce. Oui, j'étais encore dimanche, donc je rentre juste. Je pense que le vote du 12 février pouvait être autre. La preuve, c'est que, y compris dans les rangs de la majorité du gouvernement d'union nationale qui regroupe à la fois le PASOK, un parti dit socialiste, qui regroupe Nouvelle Démocratie, un parti de droite, et qui regroupe le Laos, l'extrême droite. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un parti socialiste fait appel à l'extrême droite pour gouverner avec lui. Mais il y avait eu des démissions d'ailleurs récemment. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Donc la preuve que le vote aurait pu être autre, c'est que jusque dans les rangs de la majorité, des députés commencent à quitter leur parti pour dire leur opposition, parce qu'ils voient ce que le peuple grec subit. Mais je pense que ça, on reviendra dans quelques minutes. Alexandre Kateb. Oui, moi je pense que la pression était très forte effectivement pour que le vote soit positif sur ce plan d'austérité, compte tenu des promesses et des engagements que le gouvernement grec a fait aux autorités européennes, à la Troïka et puis au couple franco-allemand. Je pense que la pression effectivement était très forte pour que cet accord soit validé. Yvonique. Je ne vais pas répéter ce qu'ont pu dire les autres invités, mais effectivement, même si politiquement les Grecs avaient moyen de trouver une autre solution, mais même au-delà de rejeter, il y a toujours une différence entre l'économique et le politique. À la fin, normalement, c'est le politique qui décide. Même s'il y avait cette possibilité-là, comme pouvaient le dire les deux autres invités, la pression du couple franco-allemand, la pression du FMI, etc. était beaucoup trop forte. François Asselineau. Écoutez, moi j'aimerais savoir ce qu'on appelle la pression. C'est pas la pression, c'est la désinformation générale des médias qui pèse en Grèce comme ça pèse en France, parce qu'on parle de la Grèce, mais à peu près au même moment, les députés français ont voté le principe du MES, du mécanisme européen de solidarité, dans une indifférence générale des très grands médias français qui ont fait un silence absolument scandaleux sur ce qui est en train de se passer. Donc en réalité, nous ne sommes plus en démocratie, c'est ce que je dis maintenant depuis plusieurs années. On en voit l'illustration en Grèce, puisque la Grèce est dirigée par un dictateur au sens
sens étymologique de ce qu'est la dictature. Vous savez, c'était dans les cités anciennes, dans les cités antiques, un dictateur, c'était un expert à qui l'on remettait tout pouvoir lorsque l'on était menacé par l'étranger. Mais là, c'est pareil. Monsieur Papandréou, qui était le Premier ministre grec, eh bien, a eu un remords de dernière minute. Vous vous rappelez, concernant ce référendum, en proposant un référendum, il a été viré dans les 15 jours par l'oligarchie financière euro-atlantiste dirigée par Goldman Sachs, qui dirige maintenant le continent européen pour le compte des intérêts américains. Donc il a été viré. On a mis monsieur Papademos, qui est un apparatchik. C'est un petit peu, vous savez, comme en gros, la Grèce a été normalisée, comme par exemple la Tchécoslovaquie avait été normalisée en 1968, et on avait viré Dubček pour mettre des apparatchiki qui étaient favorables à l'Empire soviétique. Voilà, c'est la même chose. On a mis monsieur Papademos, qui est un apparatchiki choisi par Goldman Sachs, de la même façon que quelques semaines après, eh bien monsieur Berlusconi, qui avait échappé à tous les scandales possibles et imaginables, scandale financier, scandale de mœurs, etc. En Italie, eh bien monsieur Berlusconi, en moins d'une semaine, l'oligarchie l'a viré pour le remplacer par un clone de M. Papademos en Grèce, et M. Mario Monti, lui aussi, choisi par Goldman Sachs. Donc le vrai problème qui se pose, c'est au-delà de la Grèce, c'est l'ensemble d'un continent où est née la démocratie, et en plus de ça, c'est en Grèce, née la démocratie, c'est l'ensemble d'un continent qui est en train de sombrer dans une dictature d'un nouveau genre. Alors, les deux raisons qui sont avancées pour justifier, expliquer ce nouveau plan d'austérité, Fabien, c'est donc maintien dans la zone euro et éviter tout simplement la faillite du jour au lendemain, c'était ça. C'est ce qui est invoqué, mais c'est pas vraiment la raison essentielle. Quand on regarde un petit peu comment la dette grecque est née, on se rend compte d'une part qu'elle est née en profitant aux Français et aux Allemands, plus exactement aux banques françaises et aux banques allemandes. D'autre part, que l'État s'est endetté au moment où, par effet de répercussion, les questions de Lehman Brothers, la faillite de Lehman Brothers sont arrivées en Europe, donc l'État grec s'est de nouveau endetté. Au même moment, les comptes ont été dévoilés, la réalité des comptes a été dévoilée alors qu'ils avaient été un petit peu masqués par le gouvernement précédent. Et Papandréou, alors que là, il était en position de force pour prendre une autre voie, c'est complètement soumis aux injonctions du FMI, de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne, ce qu'on appelle la Troïka, en fait. Bon, donc une autorité et une austérité sans faille est appliquée en Grèce depuis. Le premier mémorandum qui donne les mesures de l'austérité a été signé au mois de mai 2010. À ce moment-là, l'Humanité Dimanche et le site internet de l'Humanité, petite publicité, www.humanité.fr, titrait un papier « Coup d'État parlementaire ». Personne d'autre en France n'a expliqué ce qui s'était passé. Personne d'autre, que ce soit à gauche ou à droite, n'a dit effectivement ce qui est en train d'arriver en Grèce, c'est un début de mise. Je reformule. Ce qui arrive en Grèce, c'est-à-dire, on est en train de mettre en place les éléments d'une dictature. On est en train de... On parle de quelle année là? Ça remonte à 2010. De 2010, de mai 2010. On est en train de faire passer des mesures d'austérité mises écrites, résumées, synthétisées dans un document de droit international par procédure d'urgence. Donc on est en train de passer outre le Parlement, outre le débat parlementaire, qui est quand même une des notions premières de la démocratie. Ensuite, deuxième moment où un coup d'État a réellement eu lieu, c'est quand Georges Papandréou, donc cette fois nous sommes en octobre-novembre 2011, dit qu'il va faire un référendum. Les Européens refusent qu'il y ait un référendum et on nomme à la place Papadimos, ancien vice-président de la Banque Centrale Européenne et ancien président de la Banque Nationale de Grèce, qui avait d'ailleurs contribué à préparer l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Troisième coup d'État, il a lieu il y a peu, à savoir dans la nuit du 12 au 13 février 2012, où, de nouveau par procédure d'urgence, on demande aux parlementaires grecs, de prendre une nouvelle vague d'austérité qui comporte des baisses de salaire minimum. À titre d'exemple, 22% de salaire minimum en moins, jusqu'à 32% pour les moins de 25 ans.
Ce qui fait que le salaire minimum pour les moins de 25 ans est de 486 €. Pourquoi ? Un seul objectif, réduire le coût du travail en Grèce. Or, les études les plus sérieuses qui existent, qui sont menées par l'Institut du travail grec, dirigé par Savas Robolis, montrent une chose, c'est que sur les années 95-2007, le coût du travail a baissé de 20 et quelques %, mais la compétitivité de la Grèce n'a pas augmenté, au contraire, elle a baissé de près de 13%. C'est-à-dire que la Troïka, je reviens à ce que je disais aujourd'hui, n'a qu'un objectif, c'est de faire baisser le coût du travail en Grèce, prétextant que ça va permettre de relancer l'économie par une baisse, en la rendant plus compétitive. Et en fait, c'est la voie la pire qui existe. Pourquoi ? Parce qu'en Grèce, sur les 960 000 entreprises qui existent, 98% des entreprises, soit la quasi-totalité, sont des entreprises de moins de 5 salariés qui sont ceux qui peuvent alimenter l'économie, qui vont acheter les produits fournis par ces petites entreprises, etc. Conclusion, ces petites entreprises sont en train de faire faillite et tout le tissu économique et social de la Grèce est en train d'être détruit. Alors, il y avait plusieurs points évoqués dans votre intervention, Fabien, peut-être sur l'explication de la genèse donc de la dette grecque. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Fabien Perrier, Alexandre Kateb ? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais effectivement, le problème grec, c'est un problème structurel, avant tout, qui a été révélé à l'occasion de la crise financière mondiale, mais c'est avant tout un problème de manque de compétitivité de l'économie grecque, d'une part, qui a jamais eu vraiment l'incitation à réformer son économie, à moderniser ses structures et moderniser aussi sa fonction publique, et notamment la collecte de l'impôt, qui est peut-être le problème principal en Grèce, c'est que l'impôt n'est pas collecté, l'évasion fiscale fait qu'il est très difficile pour le gouvernement d'avoir un budget équilibré, compte tenu des dépenses qui, elles, sont plutôt rigides, qui ont tendance à augmenter. Donc si on ne collecte pas les recettes, là, il y a un vrai problème qui ne peut que s'accroître dans le temps. Mais je dirais que le deuxième problème, c'est que la Grèce, effectivement, comme ça a été dit, est entrée dans la zone euro avec des comptes maquillés, notamment par la banque, la complicité de Goldman Sachs. Avec la complicité de la banque Goldman Sachs, mais pas seulement, aussi avec la complicité passive quelque part de la Commission européenne et des autres États qui voulaient absolument que la Grèce finalement entre dans la zone euro, puisque c'était le plan, c'était le programme, et ce programme ne devait pas souffrir de contretemps. Donc là il y a une inconséquence de la part des dirigeants européens, de la part de la Commission européenne et de toutes les parties concernées, ce qui fait qu'on se retrouve avec ce problème aujourd'hui, et qui révèle aussi la structure totalement défaillante de la zone euro, et notamment du pacte de stabilité et de croissance, l'absence de gouvernance économique sérieuse de cette zone. Beaucoup d'économistes avaient souligné ces problèmes avant la création de la zone euro et au moment de sa création, mais personne n'y a jamais vraiment prêté attention. Et effectivement, le problème grec, c'est un petit peu la bombe à retardement qui a fini par exploser, qui a fini par montrer que tout ça n'était qu'un château de cartes qui ne reposait sur pas grand-chose. Yvonique, moi j'aurais envie de réagir par rapport à ça sur des choses un peu plus terre à terre, parce que c'est vrai que là on parle de gros volumes, de grosses masses, et c'est important de remettre aussi la genèse de cette crise grecque. Mais il y a un résultat qui est là aujourd'hui, c'est que on parlait de baisse de salaire minimum. Grosso modo, ça fait que le SMIC grec est à la moitié du SMIC français, avec un coût de la vie qui est globalement le même. C'est ça qui est le truc le plus surprenant, c'est que pour vivre à Athènes aujourd'hui, c'est quasiment, c'est tout con, mais le prix du café, le prix de l'essence, le prix du loyer, c'est le même qu'à Paris. Et on est en Europe. On est en Europe, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est dans la communauté européenne depuis les années 80. Etc. On a signé des traités, on est censé avoir on construit une Europe de la solidarité, et grosso modo, qu'est-ce qu'on fait ? On est là en train de penser à notre petit portefeuille. Ah merde, il faudrait pas que les Grecs ils nous coûtent trop cher. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces Grecs ? Ils savent pas collecter leurs impôts. Mais
moi, en tout cas, c'est pas l'Europe dont j'ai envie. Nous, chez les jeunes radicaux de gauche, ce qu'on pense, c'est que l'avenir, on va le construire à travers l'Europe. Et puis, c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut construire une gouvernance économique européenne. C'est maintenant qu'il faut faire des eurobonds. C'est maintenant qu'il faut mettre en place toutes ces choses-là. Parce que maintenant, on en a besoin. Peut-être qu'avant, on y a un petit peu pensé. Peut-être qu'avant, on l'a juste théorisé. Et qu'on l'a pas fait. Ouais, mais maintenant, je pense que c'est le bon moment. Il faudrait y aller. François Asselineau. Oui, je suis consterné par ce que je viens d'entendre à l'instant. Vous savez qu'avec le mécanisme européen de solidarité, on va demander aux Français de verser tout de suite 16 milliards d'euros au mécanisme européen de solidarité. Au même moment que la France voit la pauvreté se répandre à toute allure, au même moment que l'on supprime à travers toute la France des postes d'enseignants, de médecins, d'infirmières, des hôpitaux, des écoles publiques, des postes, etc., on est en train de prélever 16 milliards d'euros en cash. En attendant, il y aura au total 143 milliards d'euros qui sont prélevés sur la France pour venir au secours de la Grèce, qui de toute façon fera défaut, parce que de toute façon, les causes provoquant les mêmes effets, de toute façon, l'euro explosera. Donc nous sommes en train, en fait, de siphonner la richesse des Français, comme d'ailleurs la richesse des autres peuples, pour une cause qui, de toute façon, est une cause perdue d'avance. Alors moi, je suis par ailleurs, je profite du fait que je suis à Beurre FM et que donc vos auditeurs sont pour une partie d'entre eux des Français originaires des pays du Maghreb, pour rappeler que moi, qu'on ne me parle pas de solidarité européenne, parce que l'argent que nous consacrons en ce moment à sauver les banques françaises ou allemandes via la Grèce, c'est autant d'argent que nous ne donnons pas aux Tunisiens, aux Algériens, aux Marocains, aux Sénégalais, aux Maliens, à tous ces peuples avec lesquels nous avons beaucoup plus de liens qu'avec l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie. Vous savez, vous avez déjà eu la gentillesse de m'inviter à ce micro. Je suis le seul en France qui appelle et qui précise que la construction européenne est une construction racialiste par nature, voulue par les États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale, qui s'inscrit dans une géopolitique qui s'appelle le choc des civilisations, qui nous entraîne vers des guerres illégales, que ce soit en Libye, en Syrie, en Afghanistan, qui nous entraîne vers un choc de civilisation monstrueux et qui nous entraîne en plus vers un pillage généralisé des peuples d'Europe. Il faut savoir en effet qu'actuellement, les Grecs, il se trouve que dans le mouvement politique que j'ai créé, l'Union populaire républicaine, où d'ailleurs nous avons actuellement une dizaine d'adhésions par jour qui nous parviennent spontanément, alors que je suis blacklisté de tous les grands médias politiques du pays, sauf un certain nombre de petites radios comme celle, enfin de petites de radios moyennes. Et vous n'avez pas l'audience, ce n'est pas vous faire offense que vous dire que vous n'avez pas l'audience de TF1, de France Inter, de RTL ou de RMC. Je suis blacklisté de tous ces médias. J'ai été contacté, je suis allé voir M. Boyon, le président du CSA. J'ai été reçu par Mme Kelly, la présidente qui se charge du pluralisme politique et qui est convenu en effet qu'il n'était pas normal, la campagne présidentielle en France se déroule dans une situation qui équivaut à peu près à ce qui se passe en Grèce. Il n'y a aucun débat de fond en ce moment, alors que nous sommes donc dans un processus d'élection présidentielle, alors que nous devrions présenter devant les Français les véritables enjeux stratégiques de notre pays. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, il n'y a aucun débat de fond qui soit accordé dès que l'on commence à se poser le problème essentiel de notre appartenance à l'Union européenne. Ce qui est en train d'arriver aux Grecs, va arriver bientôt aux Italiens, arrivera ensuite à l'Espagne, arrivera ensuite à la France. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un processus de pillage généralisé. Tout à l'heure, M. Kateb disait personne n'avait vu venir. Si, des gens avaient vu venir. Je suis inspecteur général des finances, j'étais délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. C'est-à-dire, a priori, je ne suis pas le roi des imbéciles. J'avais fait un rapport le 18 juin 2004 pour dire à M. Sarkozy très exactement que nous allions vers une crise financière mondiale et que l'euro finirait par exploser. Ça m'a valu d'être mis au placard. C'est-à-dire qu'en France, nous sommes dans un pays où quiconque s'oppose à ce qui se passe, s'oppose à cette folie collective qui est l'euro et qui est la construction d'une espèce de tour de Babel de plus en plus gigantesque qui ne correspond absolument pas à l'affectio societatis, comme on dirait, des peuples d'Europe, eh bien quiconque s'y oppose se voit immédiatement taxé d'être le péniste ou d'être d'extrême droite. Voilà ce qui se passe, alors d'ailleurs même que Mme Le Pen, qui est d'une incompétence rare en matière économique et financière, ne propose, elle, ni la sortie de l'Union européenne, ni la sortie de l'euro. Donc la vraie question qui se pose en France, je me permets de le dire, j'en profite à votre micro, c'est qu'il n'y a jamais de vrai débat de fond sur cette question. Je terminerai mon propos en rappelant quand même que M. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui n'est pas non plus un imbécile,
a dit récemment, c'était le 31 janvier dernier, les pays qui sortiront les premiers de la zone euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Alors en France, ce débat-là, il est interdit d'antenne sur toutes les grandes télévisions et les grandes chaînes nationales. Vous confirmez ça? Ça reste un tabou, cette histoire de sortie de l'euro au niveau des médias, Fabien Perrier ou pas? Je ne crois pas déjà que ce soit un tabou. Ensuite, il y a la question du point de vue personnel et la question de ce qui se passe dans les médias. Moi, ce qui m'afflige, c'est d'entendre dire, de faire comme si quiconque ici avait dit, autour de cette table, avait dit que le MES, le mécanisme européen de stabilité, était quelque chose de bien. Moi, j'ai entendu personne ne le dire. Personne. J'ai même plutôt le sentiment que la majorité de la table est opposée à ça. Donc les propos exclusifs, quels qu'ils soient, sont toujours dangereux. Attendez, je ne vous ai pas interrompu, donc si vous voulez bien me laisser parler. Oui, mais vous avez parlé très longtemps. Je n'ai jamais... On va chronométrer si vous voulez. Un petit mot de François Asselineau. Non, je n'ai pas mis les personnes qui étaient en cause, qui étaient ici. Je parle des grands médias. Oui, parlez des grands médias. Sur TF1, sur toutes les radios nationales, vous savez très bien qu'il est absolument impossible, même sur l'affaire du MES, d'avoir un vrai débat. Il n'y en a pas eu. Alors, ensuite, dire que la Grèce est une cause perdue et que l'argent versé à la Grèce est autant d'argent qu'on ne verse pas au Maroc, au Sénégal, à la Tunisie, je ne sais plus quels sont les pays qui ont été cités, et pour moi, rien d'autre que de la démagogie. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en économie, et que ce qui se passe aujourd'hui, si la Grèce sort de l'euro, ça va être une première dévaluation de 30% et une deuxième dévaluation de 30%. Autrement dit, là aussi, vous allez perdre de l'argent, enfin plus exactement, les banques vont en gagner un petit peu beaucoup même, et le peuple grec va en perdre encore un peu plus, et par voie de conséquence, les autres pays du continent européen en perdront. Donc votre raisonnement, à mon sens, ne tient pas debout. Je voudrais pour le coup parler, comme l'a dit M. Yvonique, dont j'ai oublié le nom. Je voudrais parler de la réalité du peuple grec, parce que pour l'instant, j'ai pas le sentiment, monsieur, que vous soyez allé en Grèce récemment. Est-ce que vous savez comment les Grecs vivent aujourd'hui? Alors je vais vous répondre oui, parce que figurez-vous que l'un de nos principaux responsables de la structure de communication de notre mouvement, Lionel Pouguet, justement, vit à Lérida en Grèce. Et donc il vient régulièrement en France. Son beau-père, qui travaillait à la SNCF grecque, si j'ose dire, a vu sa retraite quasiment purement et simplement annulée. Donc s'il y a bien quelqu'un qui suit ce qui se passe en Grèce, c'est bien nous. Je voudrais quand même rebondir, puisque vous m'avez attaqué à l'instant même, sur le fait que vous sortez d'un chapeau le fait que la drachme nouvelle dévaluerait de 30% dans un premier temps, puis 30% dans un second temps. Mais tout ça, c'est vous qui l'affirmez de façon totalement gratuite. Vous savez, on avait prédit les pires, l'apocalypse à la Suède, au cours de l'année 2003, si jamais ils n'entraient pas dans l'euro. Ils ont eu un référendum le 14 septembre 2003. Pendant 9 mois, on leur a dit que si jamais ils n'entraient pas dans l'euro, la couronne suédoise s'effondrerait, ce serait l'apocalypse, toutes les entreprises partiraient. Ils ne sont pas entrés dans l'euro, ils se portent, ils ont une meilleure croissance que tous les pays d'Europe réunis. Alors, messieurs, on va faire une pause. Je vais vous redonner la parole dans un instant et on se retrouve. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Bravine. Deuxième partie de cette émission, on parle toujours de la Grèce et de la crise de la dette. Comme promis, de nouveau, la parole à Fabien Perrier. Je voulais rebondir sur quelque chose. Oui, parce que mon chapeau, en fait, il a un nom. Il s'appelle de nouveau Savas Robolis, directeur de l'Institut du Travail en Grèce, qui est celui qui jusqu'alors avait fait les prévisions justement les plus sérieuses sur ce qui s'est passé en Grèce, sur les conséquences du plan d'austérité. Et lui explique, chiffre à l'appui, que 2/3 des produits sont des produits importés. Il a mené une étude avec son institut qui confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que si la Grèce sort de l'euro, la première dévaluation sera de 30% et la seconde de 30% en prenant en compte là-dedans une baisse énorme du niveau de vie des travailleurs. Travailleurs qui ont déjà subi des pertes de salaire incroyables. C'est-à-dire que le revenu réel en Grèce en 2010 en pouvoir d'achat a baissé de 9,1% et en 2011 de 6,3%. Oui, grâce à l'euro d'ailleurs. Non, pas grâce à l'euro. Si, attendez, c'est extraordinaire quand même que on continue à faire confiance en France, par exemple, on continue à écouter des gens
comme M. Attali, comme M. Delors, etc., qui se sont trompés sur tout depuis 20 ans, qui ont promis des choses qui sont... Tous les Français constatent que c'est une catastrophe générale et on continue encore à faire confiance et à croire à leurs promesses. Je rappelle par exemple, parlons ne serait-ce que M. Sarkozy. M. Sarkozy s'est fait élire en 2007 en annonçant qu'il allait diminuer le déficit budgétaire, le réduire à néant et diminuer la dette publique. Résultat, il va terminer son quinquennat en laissant une ardoise supplémentaire de plus de 500 milliards d'euros, c'est-à-dire que M. Sarkozy a réussi ce tour de force d'endetter la France d'un montant supérieur, très supérieur à ce que, en aussi peu de temps, à ce qu'on avait connu depuis Vercingétorix. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Les médias donnent encore à M. Sarkozy, lui demande encore quelles sont ses promesses. Bon, donc ça suffit comme ça. Il faut donner la parole à d'autres personnes. Il faut donner la parole à d'autres personnes qui ont d'autres analyses. Vous me dites, monsieur, que monsieur, je ne sais pas comment, le directeur de l'Institut du travail grec annonce que c'est 30%, il va y avoir deux dévaluations de 30% et de 30%. Vous savez ce qu'on avait dit, par exemple, aux Islandais il n'y a pas très longtemps, que si jamais ils ne remboursaient pas la dette de leur banque, ça serait la catastrophe. Résultat, ils se portent très très bien. Maintenant, ils vont avoir des taux de croissance formidables. Mais j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas, il fallait que les Grecs remboursent leur dette. Il faut donc avoir d'autres visions des choses et proposer, par exemple, le bon sens même, d'ailleurs c'est comme ça que ça se terminera, c'est que la Grèce sorte de l'euro et que d'ailleurs l'euro termine sa funeste carrière. Alors justement, sur les conséquences, les scénarios possibles d'une sortie de l'euro pour la Grèce, Alexandre Kateb. Oui, déjà moi ce que je voulais dire c'est que j'ai pas eu le temps de finir ma démonstration tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que disons qu'il y a un consensus aujourd'hui pour dire que l'euro a été mal préparé, notamment des pays comme la Grèce, comme le Portugal et d'autres, n'étaient pas prêts pour entrer dans l'euro. Ce qui ne veut pas dire que l'euro n'est pas une bonne chose. Et là, moi, on dira ce qu'on voudra, on ne me fera pas changer d'avis là-dessus. Je pense que l'euro est une bonne chose, que l'euro s'inscrit dans une construction européenne. C'est avant tout un projet politique, mais aussi économique, hein, pour hisser vers le haut un certain nombre de pays, pour réaliser une convergence économique entre les différents pays de l'Union européenne qui réalisent, rappelons-le, 75% de leur commerce entre eux. Hein. Donc il y a une véritable logique d'intégration qui est à l'œuvre et l'euro est le dernier étage de cette intégration économique, ou en tout cas monétaire. Ce qui manque, c'est le pilier budgétaire et c'est là où aujourd'hui on a tous les débats. Hein, et c'est aussi ça qui explique qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer des crises comme celle de la Grèce, hein, parce qu'on n'a pas mis ce pilier budgétaire et cette solidarité budgétaire, à la fois discipline et solidarité, pour traiter ce type de problème. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'euro. Maintenant la Grèce, tous les scénarios sont possibles. Hein. Je pense pour ma part, comme disait Fabien Perrier, que la sortie de l'euro aurait plus d'inconvénients que d'avantages pour la Grèce. Ça entraînerait un certain nombre effectivement de pertes de pouvoir d'achat et le pays serait dans un chaos assez indescriptible, en tout cas dans les premiers mois et années après la sortie de l'euro. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la méthode qu'on emploie aujourd'hui est la bonne? Cette austérité vraiment à marche forcée, je ne crois pas non plus que ce soit la bonne méthode. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, c'est qu'on fasse une sorte de containment, comme pour les actifs toxiques. Hein. La Grèce est un actif toxique aujourd'hui. Eh bien, il faut que cet actif toxique soit traité dans la durée, soit mis en quarantaine en quelque sorte, et qu'on laisse aux Grecs le temps de se redresser, qu'on laisse aux Grecs le temps de faire les réformes structurelles, sans leur imposer des potions amères qui risquent de tuer le malade à force de vouloir le sauver. Néanmoins, à long terme, je pense que c'est dans l'intérêt de la Grèce, mais aussi de la zone euro, que la Grèce reste dans la zone euro et dans l'Union européenne. Yvonique, Lenis, sur une éventuelle sortie de l'euro de la Grèce? Oui, alors moi je pense personnellement qu'il y a quand même un éventail qui est beaucoup plus large que le choix entre le rigorisme allemand et puis la sortie de l'euro. Et d'autant plus avec ces choses de crise économique. La grosse crise économique dont s'est servie l'économie, c'est 1929. Et avec toutes les répercussions que ça a pu avoir, aussi bien politique qu'au niveau de la science économique en elle-même. Donc toutes ces choses-là, ça nous a appris plein de choses.
Et on en reste encore aujourd'hui à non, c'est soit il faut avoir moins de 3% de déficit, relance exclue, on coupe les salaires des fonctionnaires, on vend tous les services publics, soit on sort de l'euro et puis on devient un pays du tiers-monde. Il y a plein de choses qui peuvent être faites entre les deux. Voilà, moi je pense que le plus intéressant c'est une gouvernance européenne au niveau économique, mais voilà, comme le disait Alexandre Kateb, il y a tout. On peut déjà analyser la dette grecque. Il y avait plein de choses dans la dette grecque. Les Grecs, par exemple, le gouvernement grec de l'époque s'était mis à faire des dépenses d'armement, tout un tas de dépenses d'armement. Est-ce que c'était réellement utile pour le fonctionnaire grec aujourd'hui qui se retrouve avec son salaire divisé par 2? Alors, on va écouter à présent Frédéric Lemaire d'Attaque qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous faites partie d'une délégation donc du mouvement Attaque qui revient tout juste d'Athènes. Frédéric, c'est bien ça? Alors en fait, moi j'ai pas participé à la délégation, j'ai participé à l'organisation de la délégation. Malheureusement, Aurélie Trouvé, donc qui a participé à cette délégation, n'a pas pu vous joindre ce soir, mais je peux vous donner quelques informations. Bien sûr, on vous écoute peut-être sur le bilan que vous tirez de ce voyage à Athènes, Frédéric. Alors je crois que d'après ce que m'a dit Aurélie, les discussions qu'ont pu avoir les personnes de la délégation avec le mouvement social grec, les syndicats notamment, mais aussi les mouvements d'indignés, montrent à quel point le pays est sous tension au niveau social, économique. Donc il y a une vraie urgence sociale en Grèce en ce moment. C'est une situation assez catastrophique et on est quand même un peu étonné, voire un peu dégoûté de voir que les solutions de solidarité aujourd'hui qui sont proposées au niveau européen sont pas du tout à la hauteur, parce qu'au contraire elles contribuent à cette saignée économique, cette saignée économique et sociale qui plonge le pays dans le chaos, quoi. Alors, donc beaucoup d'indignation, je crois, au retour de cette visite en Grèce. Alors on avait vu qu'il y avait eu des violences terribles de la part des manifestants. Est-ce que tout ça a l'air d'être retombé? Est-ce que vous confirmez ces informations, Frédéric? Alors en fait, oui, c'est vrai que sur le moment il y a eu une vraie explosion. Mais qui correspond aussi, si vous voulez, à une situation qui est vraiment terrible sur le terrain. C'est-à-dire que les gens sont confrontés à un tel mur, une telle négation de la démocratie que certaines franges, on va dire, les manifestants ont pu arriver à des extrémités. Mais si vous voulez, c'est pas non plus représentatif, je pense, de la dignité, on va dire, avec laquelle la majorité du peuple grec essaye de faire face à cette situation critique. Frédéric Lemaire, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. On vous dit à très bientôt. Donc vous faites partie d'Attaque donc une délégation d'Attaque s'est rendue récemment à Athènes. Alors François Asselineau et ensuite les auditeurs. Oui, les personnes qui ont parlé avant moi ont assuré que si la Grèce sortait de l'euro, ça serait la catastrophe, la Grèce deviendrait un pays du tiers-monde, ça serait des problèmes sociaux effrayants. Je ferai remarquer que moi je dis le contraire à tous les auditeurs. Je dis si la Grèce sort de l'euro, elle sortira de cette catastrophe qui est en cours à cause de l'euro. Ce n'est pas parce que la Grèce est en dehors de l'euro que les choses se passent, c'est parce qu'elle est dedans. C'est quand même extraordinaire que les gens ne regardent pas la situation telle qu'elle est. Quels sont les pays de l'Europe qui se portent le mieux? La Norvège et la Suisse qui ne sont pas dans l'Union européenne. Parmi ceux qui sont dans l'Union européenne, quels sont ceux qui se portent le mieux? La Suède et le Danemark qui ne sont pas dans l'euro. Donc les pays dont nous parlons sont des pays qui souffrent justement de l'euro. Je voudrais rappeler ici, j'ai déjà peut-être eu l'occasion de vous le dire à cette antenne précédemment, c'est qu'en fait, il n'y a pas de monnaie unique européenne, chaque État a gardé sa monnaie, et chaque monnaie s'appelle désormais l'euro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand on a un euro sur un compte courant en France, c'est une créance sur la Banque de France, quand on a un euro sur la Banque de Grèce, c'est une créance sur la Banque de Grèce. Il se passe quoi? Il se passe que, d'ailleurs, tout à l'heure, le journaliste de l'Humanité faisait remarquer à juste titre qu'il y a un problème de disparité, de compétitivité entre la Grèce et l'Allemagne, mais aussi entre la France et l'Allemagne, entre l'Italie et l'Allemagne, etc. Or, ce problème de compétitivité s'est aggravé depuis la création de l'euro, puisque l'euro, c'est le 31 décembre 2001 à 12h30, à 12h GMT, qu'il a été fixé les parités irrévocables. Depuis lors,
pour que l'euro ait la possibilité de se maintenir comme une monnaie solide et fiable, il aurait fallu que tous les pays de la zone aient exactement la même évolution de la compétitivité, c'est-à-dire les mêmes charges sociales, les mêmes horaires de travail, la même productivité au travail, les mêmes délais de congé, etc., etc. On voit bien qu'il faut avoir la folie des dogmatiques de l'Europe et de la construction européenne pour penser que c'est possible. Comme ça n'est pas possible, l'Allemagne a une compétitivité qui s'améliore et nous avons des déficits commerciaux qui s'aggravent de plus en plus à l'intérieur de la zone entre l'Allemagne et les pays, notamment les pays du Sud. Le résultat, c'est que la Bundesbank est grevée maintenant de créances d'euros grecs, c'est-à-dire de créances sur la Banque centrale de Grèce, de créances sur la Banque centrale italienne, de créances sur la Banque centrale de France. Et donc, progressivement, les Allemands ne veulent plus supporter ça et sont en pouvoir maintenant d'exiger des autres États qu'ils adoptent les dispositions de l'Allemagne. Donc, on voit bien que ce qui se passe, c'est une véritable tragédie. Et il faut quand même que tout le monde s'en rende compte, c'est que l'euro n'est viable qu'à la condition que les Grecs deviennent des Allemands et que les Français deviennent des Allemands. Et encore. Donc c'est un vol de démocratie, c'est un vol d'identité, c'est un vol d'être au monde qui est en train de se produire. C'est une folie collective qui est en train de se produire. C'est pour ça que, contrairement à ce que j'entends régulièrement, ce ne sont pas ceux qui veulent sortir de l'euro qui sont fous. Ce sont les autres, ce sont ceux qui veulent rester dans cette folie collective parce que personne ne peut m'expliquer aujourd'hui pourquoi ce qui s'est passé depuis maintenant une dizaine d'années depuis la création de l'euro ne se reproduira pas dans les 10 ans qui viennent, c'est-à-dire que de nouveau il y aura une différence de compétitivité entre la Grèce et l'Allemagne. En d'autres termes, nous sommes en train de verser des sommes inimaginables à fond perdu pour aggraver la situation. Ça aggrave la situation. Hein. C'est bien un pays de la zone euro qui est en train de passer où les gens sont en train maintenant de verser dans la pauvreté, dans la misère. Nigel Farage disait au Parlement européen il y a quelques jours, je crois, qu'il sait qu'en Grèce, les responsables qui ont des propriétaires foncières s'arment en ce moment de mitrailleuses. On va directement vers une guerre civile et une guerre effroyable en Grèce qui est en train de se produire en Grèce. Alors, 19h14, 15 même, on va écouter les auditeurs et je redonnerai de nouveau la parole à mes invités. Rachid nous appelle de Massy. Rachid, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je pense, c'est que c'est inacceptable qu'on ne laisse pas des petits candidats comme Asselineau ou bien Dupont-Aignan s'exprimer dans les différents médias. J'ai l'impression que si tu fais pas partie de certains réseaux, t'as pas le droit de citer, on te voit jamais à la télé, tes opinions, elles sont totalement censurées. Moi, c'est ce que je remarque. Hein. Maintenant, je voulais savoir, d'après certains économistes, comme André Colbeck, qui disait qu'on pouvait garder éventuellement l'euro sur le plan international, c'est-à-dire pour acheter du pétrole, mais que sur un plan national, l'euro plus ou moins, c'est un handicap. De manière, il n'y a pas photo. Toutes les entreprises sont en train de se planter. Le tourisme américain, les touristes, on les voit pratiquement plus parce que l'euro est tellement cher, donc ils veulent même plus passer leurs vacances sur Paris. Hein. Si je mens, il y a qu'à aller sur les Champs-Élysées, il n'y a plus d'Américains, donc le est clair. Donc je voulais savoir, est-ce qu'on peut éventuellement aussi se débarrasser de l'article 104 de Maastricht et le 123 du traité de Lisbonne pour pouvoir battre monnaie, pour pouvoir relancer un petit peu la machine, quoi, sans être obligé d'être asphyxié par les lobbies financiers qui sont en train de nous raqueter d'une certaine manière. Voilà, sur ce, bonne soirée. Merci Rachid, merci pour votre question. Alors, qui souhaite lui répondre? François Asselineau, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je répondrai quand même, s'agissant de la dernière question, que effectivement, moi j'ai présenté dans mon programme présidentiel, donc je suis le seul candidat qui propose aux Français de sortir de l'Union européenne de façon juridique et sereine, conformément à un article, qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit justement qu'un État a le droit de faire sécession et de quitter l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur toutes les télévisions et radios nationales, comme a bien voulu le calculer le CSA. Donc, il n'en demeure pas moins que je continue et que je persiste à dire que la France a et peut sortir de l'Union européenne en vertu de cet article. Et ce que je demande, c'est quand même la moindre des choses en démocratie, c'est qu'il y ait un débat qui soit à la loyale sur les avantages et les inconvénients d'une telle sortie, et non pas des fatwas qui seraient prononcés du style « Ah, si l'on sort de l'Europe, le sol va s'effondrer sous nous et c'est l'apocalypse qui arrive ». Bon, ça, c'est pas des raisonnements.
Ce ne sont pas des raisonnements. Pour répondre à votre interlocuteur, en sortant du traité sur l'Union européenne, nous dénoncerons au passage l'article 123 du TFUE, en effet, qui subordonne l'ensemble des banques centrales à une contrainte qui est, comme vous le savez, que désormais une banque centrale ne peut plus monétariser une partie du déficit public. C'est la fameuse loi de 73 en France qui a été donc généralisée au niveau européen. C'est un élément essentiel du dispositif pour lutter contre cette arnaque générale de la dette publique. Je me permets d'insister sur le fait que je suis le seul candidat qui propose cela de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par tous les autres partis politiques. Personne ne le propose. De la même façon que je suis le seul candidat à proposer la suppression, la dénonciation de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les États tiers du monde, ce qui, au bout du compte, revient à donner tout pouvoir à Moody's, à Standard & Poor's, aux agences de notation, comme on l'a vu au cours des mois écoulés. Alors, sur l'intervention, la question de Rachid, qui souhaite intervenir ? Fabien, Alexandre Kateb. Oui, moi simplement pour dire que c'est une utopie de croire qu'on peut avoir un petit peu des systèmes à géométrie variable où on a à la fois l'euro sur le plan extérieur et puis un retour au franc sur le plan intérieur. Enfin, tout ça ne tient pas la route. Hein. Soit on accepte les contraintes du système actuel avec les avantages qui vont avec, hein, qu'on évoque pas assez, hein, je pense. Il n'y a pas assez de pédagogie justement de la part des décideurs politiques, économiques sur les avantages de l'euro, sur ce que l'euro nous a apporté depuis 10 ans en termes de stabilité économique et financière notamment, et en termes d'intégration européenne plus poussée. Hein. Il faut savoir que les entreprises françaises exportent quand même en Allemagne, dans d'autres pays européens, et vice-versa, et tout ça s'est intensifié avec l'euro. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pardon. Ça c'est une chose. Ensuite, qu'il y ait moins de touristes américains sur les Champs-Élysées, honnêtement, c'est pas ça qui va franchement impacter l'économie française. S'il y a moins de touristes américains, d'un autre côté, il y a plus de touristes chinois, de touristes saoudiens, etc. Donc il ne faut pas se tromper de priorité et se tromper sur les vrais enjeux. Fabien Perrier. Oui, alors je voudrais rebondir sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'effectivement, concernant cet article 123 du traité de Lisbonne, en mai 2010 de nouveau, l'humanité sortait une pétition proposant justement que les États puissent, que la Banque centrale puisse prêter directement à 1% aux États, comme elle le fait à n'importe quelle banque aujourd'hui. Donc, c'est une décision politique. La question de fond, ce n'est pas sommes-nous pour ou contre, plus exactement, n'est pas de présenter les choses comme uniquement un pour ou contre l'Union européenne, mais dans un cadre donné, que voulons-nous améliorer, qu'est-ce qu'on veut préserver, quels sont les éléments dont on ne veut plus, et ceux dont on ne veut plus, comment justement les améliorer. Et la question de la monnaie, de monétariser la dette est effectivement très importante, mais ce n'est pas la seule voie, M. Asselineau, que celle que vous proposez. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que quoi qu'il en soit, pour que la Grèce puisse produire, il faudrait qu'elle ait une base productive. Vous nous avez cité tout à l'heure la Suède, le Danemark, la Norvège, qui sont effectivement des pays qui ont une forte base productive, qui ont un fort investissement en recherche, qui sont des pays qui par ailleurs ont des niveaux de salaire relativement élevés. Or, vous comparez ces pays avec la Grèce en disant si la Grèce sort de l'euro, tout va aller mieux pour elle. Mais tout va aller mieux pour elle, comment va-t-elle faire quand toute l'industrie textile sur laquelle elle reposait à peu près jusqu'aux années 90, donc cette industrie textile qui est située dans le nord de la Grèce n'existe quasiment plus. L'industrie du cuir n'existe quasiment plus. L'agriculture n'existe quasiment plus, etc., etc., etc. Et ça, ce n'est pas la faute à l'euro. C'est la faute à des gens de droite qui sont des entrepreneurs qui ont préféré gagner plus en exportant leurs entreprises en dehors de la Grèce que de les garder en Grèce.
Alors, moi, je veux bien que les politiques de droite arrangent tout et que les politiques nationalistes arrangent tout en sortant la Grèce de l'euro, mais regardons concrètement le terrain grec. Alors, 19h22, François Asselineau vous répondra juste après la pause. On attend vos appels, 01 48 060 060. On écoutera notamment Mézienne et Karim. À tout de suite. Le Forum Débat de Beurre FM. L'information autrement. Le Forum Débat de Beurre FM. Abdelkrim Brahim. Troisième partie de cette émission consacrée à la Grèce et à la crise de la dette. Ils sont toujours avec nous, nos 4 invités. Alexandre Kateb, économiste, maître de conférence à Sciences Po, directeur de compétences finance. Fabien Perrier, journaliste à l'Humanité Dimanche, qui vient de rentrer d'Athènes, de Grèce. Yvonique Leni, des jeunes radicaux de gauche. Et François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, et candidat à l'élection présidentielle. Comme promis, François Asselineau, donc je vous laisse répondre à Fabien Perrier. Oui, je répondrai à deux éléments de la réponse de M. Perrier de tout à l'heure. Donc, il me dit il y a d'autres façons que de répondre aux questions que de sortir de l'Union européenne, c'est de faire des pétitions. Mais oui, mais ça c'est très très gentil. C'est très gentil, mais la question qui se pose, non, mais c'est le thème qui consiste à dire nous allons faire une autre Europe. Je fais des conférences à travers toute la France depuis 5 ans où je montre que c'était déjà la thématique du Parti socialiste, par exemple, aux élections européennes de 1979. Changeons l'Europe, c'était le titre de l'affiche. En 2009, le Parti socialiste avait comme affiche changeonsl'Europe.fr. C'est-à-dire que cette thématique sur le changement d'Europe fait tout simplement comme si les autres pays n'existaient pas. Le problème, c'est que moi, j'aime bien l'Europe. Je suis allé dans beaucoup de pays du monde et en particulier, je connais pratiquement tous les pays de l'Europe. Eh bien, il y a un gros problème actuellement en France, c'est que les gens qui nous parlent de l'Europe n'y vont pas et ne nous disent pas qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Allemagne. Quels sont les intérêts du peuple allemand? Qu'est-ce que veut le gouvernement allemand? Qu'est-ce que veut le gouvernement néerlandais? Qu'est-ce que veulent les Autrichiens? Qu'est-ce que veulent les Slovaques? Qu'est-ce que veulent les Polonais? Qu'est-ce que veulent les Anglais, etc. On est dans un univers, vous savez, d'idées générales, où il semble qu'il suffit de dire à l'intérieur du périphérique parisien qu'on a telle idée sur l'Europe pour que l'affaire soit réglée. Mais non. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes un État sur 27 et qu'il y a un système de blocage permanent. Ça a été d'ailleurs calculé comme tel par les États-Unis d'Amérique lorsqu'ils ont lancé cette construction, puisque je suis là aussi le seul à insister. Ce que d'ailleurs le Parti communiste expliquait largement dans les années 50, mais il est vrai que le Parti communiste français n'existe plus, mais le Parti communiste dans les années 50 expliquait justement que c'était une Europe américaine qui avait été conçue comme cela pour faire un glacis géopolitique américain. Donc sur cette affaire d'imaginer que l'on va faire fléchir le gouvernement allemand, le gouvernement polonais, le gouvernement tchèque, etc., ou le gouvernement néerlandais, je répondrai simplement ce beau proverbe chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Et alors le deuxième élément, Monsieur Perrier m'a dit que le tissu industriel grec s'était effiloché et effondré, et il dit c'est une politique de droite. Il m'a regardé avec un œil, comment dirais-je, furieux, comme si j'étais un homme de droite. Oui, j'ai eu effectivement des responsabilités dans des cabinets ministériels de droite, je ne m'en cache pas, mais alors, l'Union populaire républicaine que j'ai créée, tout ça, ça remonte à il y a 15 ans, l'Union populaire républicaine que j'ai créée est un mouvement qui se développe très bien, où la majorité de nos adhérents sont des adhérents de gauche. J'invite M. Perrier à regarder, à visionner sur Dailymotion le programme présidentiel que j'ai présenté, qui a déjà été visionné par plus de 45 000 personnes, et qu'on pourra constater qu'en proposant aux Français la nationalisation ou la renationalisation de TF1, d'EDF, de GDF, de Télédiffusion de France, de tous les systèmes d'autoroutes, de tous les systèmes d'adduction d'eau, la nationalisation de toutes les banques à laquelle le contribuable français apporterait des deniers, il me semble que j'ai un programme qui est certainement beaucoup plus à gauche que les programmes des candidats dits de gauche. Si le tissu industriel en Grèce est en train de disparaître, il est en train de disparaître également en France, puisque nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour ouvrable. Tout ceci est dû essentiellement, c'est pas dû à une politique spécialement de droite, c'est dû aux traités européens et à l'article 63 dont je parlais tout à l'heure, qui condamne, qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux
et de services. Et la cerise sur le gâteau, c'est que qui a décidé ça en France ? Quel est le ministre français qui a décidé de la libre circulation des mouvements de capitaux ? C'était M. Pierre Bérégovoy, qui était un gouvernement socialiste. Alors, moi, je ne vais pas dire aux socialistes, je ne vais pas reprocher ça, on ne va pas faire de l'archéologie sur les décisions. La réalité des choses, c'est que nous avons affaire actuellement à un traité qui est le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si nous n'en sortons pas de façon très rapide maintenant, nous condamnons la France à suivre le même chemin que la Grèce. Alors, 19h30, on revient aux auditeurs et je vous redonne la parole dans un instant. Messieurs, mes invités. Méziane nous appelle de Paris. Méziane, bonsoir. Oui, bonsoir Abdelkrim et bonsoir à vos invités. Et je tiens à féliciter M. Asselineau, avec lequel je compatis par rapport à... Enfin, compatis, c'est peut-être pas le mot, mais avec qui j'apprécie le discours. Moi, je raisonne par intuition et par le bon sens ouvrier et paysan. Je me rends compte que depuis la création de l'Europe et de l'euro, les choses vont de mal en pis. Et je pense que, moi, c'est une analyse que je fais, ce n'est pas une question, mais en même temps, c'est une réflexion que je vous soumets, pour voir votre idée. Je pense que, comment on appelle ça, que cet euro et cette Europe a été créé par des financiers et non pas par des peuples. Ces financiers ont qu'un projet, c'est le mondialisme financier, où les peuples ne seront que des variables d'ajustement. On délocalise par-ci, on délocalise par-là, et lorsque le peuple dit « écoutez, nous, on est contre un traité, on arrive à le faire passer quand même », donc les financiers ont le pouvoir, et l'Europe n'est qu'une marche pour une mondialisation de la finance au profit d'une poignée qui n'ont aucun pays, qui n'ont aucune religion, aucune culture. Leur capital, c'est leur père et leur mère. Point. Voilà. Merci, Méziane, merci. Vive la souveraineté des États et la coopération entre États. Merci pour votre intervention, Méziane. Juste avant d'écouter les autres auditeurs, donc Méziane nous dit que l'euro, quand on dit que l'euro a été pensé, créé par des financiers, est-ce que c'est vrai, c'est une légende, c'est caricatural de dire ça, Alexandre Kateb ? C'est un peu caricatural de dire ça, hein, excusez-moi, parce que l'euro c'est quand même un projet politique avant tout. Ça a été lancé dans les années 80, ensuite avec Jacques Delors, hein, qui a beaucoup œuvré dans ce sens. L'euro c'est aussi la contrepartie de la réunification allemande, hein. Donc la France a beaucoup œuvré pour mettre en place l'euro, parce que c'était quelque part une contrepartie qu'elle obtenait de la part de l'Allemagne, hein, pour diluer l'Allemagne dans l'Europe et non pas pour faire une Europe allemande, comme on peut entendre ici et là. Donc l'euro est avant tout un beau projet au niveau économique, au niveau politique aussi. C'est aussi un rêve et les rêves, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, les rêves aussi font avancer, les rêves donnent un horizon et l'horizon aujourd'hui en Europe, c'est pas la désintégration de l'Europe, c'est au contraire d'aller vers plus d'Europe, d'aller vers un fédéralisme. Moi je crois aux États-Unis d'Europe, même si c'est un projet aujourd'hui qui n'a pas peut-être le vent en poupe, mais on s'aperçoit que les solutions sont européennes et qu'on peut rien faire, y compris pour sauver des pays comme la Grèce, si on ne se met pas tous d'accord au niveau européen. Et donc je pense que c'est regarder dans le rétroviseur que d'appeler à des solutions de désintégration ou de repli nationaliste. Yvonique Leni, ensuite François Asselineau. Moi je voudrais rebondir sur cette idée de fédéralisme européen. C'est intéressant parce que Monsieur Asselineau, vous disiez que vous étiez blacklisté sur tous les médias nationaux du fait que vous souhaitiez sortir de l'Europe, mais mine de rien, quand même, quand on parle de fédéralisme européen, c'est pas un truc qu'on entend tous les jours, sur les grands médias. Et souvent, quand on parle de fédéralisme européen, les gens nous regardent en disant mais c'est n'importe quoi, ça sert à rien. De toute façon, on a déjà une Europe qui fonctionne. Alors là, c'est clair, je vous rejoins là-dessus. Au niveau démocratique, c'est pas terrible du tout l'Europe, hein. Le Parlement européen, ils ont beau travailler tout ce qu'ils voudront, on les écoute pas. C'est toujours à la fin une réunion entre les Français, entre le gouvernement français et le gouvernement allemand qui finissent par prendre les décisions. Donc là-dessus, c'est clair que non, c'est pas facile de parler de fédéralisme européen en France, et que oui, il faut plus de démocratie en Europe, et c'est à partir de ce moment-là, on aura une démocratie en Europe, qu'on arrêtera de parler
de parler des peuples en disant les Polonais veulent ceci, les Français veulent cela. Non, il y a des gens qui sont progressistes en Europe, il y a des gens qui sont conservateurs, et il y a des gens qui ont envie d'avancer. François Asselineau. Oui, alors je voudrais d'abord prendre un petit peu le contre-pied de M. Kateb quand il disait que l'euro était une invention des années 80. Je renvoie tous les auditeurs à mes conférences et notamment aux citations que je fais. L'article, par exemple, du Daily Telegraph du 17 septembre 2000 qui a dévoilé les documents confidentiels défense du département d'État américain pour les années 50-60 déclassifiés par l'administration Clinton en 2000. On sait que dès 1965, c'est le département d'État américain qui exigeait des pairs de l'Europe de bâtir une monnaie unique européenne, en précisant bien qu'il fallait surtout ne pas en parler au peuple, en mettant les gens devant le fait accompli. Deuxièmement, je voudrais féliciter votre auditeur que je ne connais pas, Mézienne, parce qu'il est effectivement de bon sens. Ce qu'il dit est de parfaitement bon sens. Il parle à juste titre du fait que nous ne sommes pas, enfin je ne le connais pas, je ne sais pas d'ailleurs s'il est sympathisant du mouvement politique que j'ai créé, nous ne sommes évidemment pas pour un repli nationaliste, comme c'est immédiatement la caricature que l'on nous fait. Et si on sort de l'Union européenne, nous resterons évidemment un des très grands pays du monde. On le restera d'ailleurs bien davantage que si l'on s'enferme dans cet apartheid planétaire que constitue la construction européenne, qui a vocation, comme vous le savez peut-être, à se transformer en empire euro-atlantiste par la grâce du grand marché transatlantique qui a été voté dans le dos des peuples pour se transformer en une espèce de monde blanc dans le cadre du choc des civilisations. Donc, je voudrais à ce propos terminer sur l'idée des États-Unis d'Europe et de la Fédération d'Europe. On me dit que je regarde dans le rétroviseur, mais alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous? Parce que qui a lancé la formule des États-Unis d'Europe? C'est Victor Hugo dans son discours en 1849 qui figure in extenso sur mon site internet, et vous y découvrirez de quoi il s'agissait des États-Unis d'Europe. Il s'agissait de faire partie liée avec les États-Unis d'Amérique, c'est d'ailleurs effectivement prémonitoire, afin, disait Victor Hugo, de coloniser l'ensemble de la planète, de rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Voilà le texte même du discours de Victor Hugo qui propose les États-Unis d'Europe. C'est-à-dire qu'il considérait qu'en fait les habitants de l'Afrique n'étaient que des sous-hommes et que les Asiates n'étaient pas civilisés. Eh bien, c'est exactement, en effet, la pensée des théoriciens du choc des civilisations qui considèrent que nous devons entrer en choc frontal finalement avec tous ces pays. Moi, je suis désolé, il n'y a aucune raison pour que la France décide de fusionner et d'avoir un avenir commun avec les Lettons plutôt qu'avec les Tunisiens ou avec les Slovaques plutôt qu'avec les Sénégalais. C'est un mensonge, ça ne correspond pas aux évolutions sociologiques des peuples. Nous avons des liens avec ces pays, notamment issus de la francophonie, qui sont dans tous les domaines, sans commune mesure avec beaucoup des pays de l'Est. Et quand je dis ça, c'est bien entendu pas parce que je suis anti-letton ou anti-estonien, ça n'aurait pas de sens. C'est simplement parce que je suis un responsable politique et que je regarde les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on pourrait rêver qu'elles fussent. Alors, on va revenir aux éditeurs et je vous donnerai la parole dans un instant, Fabien Perrier. Karim nous appelle de Bagneux dans le 92. Karim, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Karim, je vous appelle. Bon, je suis très ignorant dans le domaine, mais j'ai des questions puisque j'ai face à vous des invités. Bon, bonsoir aux invités, à tous ceux qui nous écoutent. Donc, je voulais savoir, donc, si effectivement la Grèce était un pays très corrompu, donc c'est une question d'abord, qui induit une autre. Si c'est pas le cas, elle n'a pas lieu d'être ma question. Donc, si c'est le cas, est-ce que ça a été un facteur déclenchant pour mettre l'État dans lequel la Grèce est actuellement? Est-ce que ça a été un facteur déclenchant que le fait que la corruption? Est-ce que la corruption a été un facteur déclenchant par rapport à sa situation actuelle ou pas du tout? D'accord. Merci Karim. Merci pour cette question. Au revoir. Merci, à très bientôt. Qui souhaite lui répondre? Fabien Perrier peut-être? Répondre sur la corruption. Je pense que la corruption en Grèce existe. Il y a un certain nombre d'exilés fiscaux, par exemple en Suisse, puisque selon différentes associations, alors que la dette grecque s'élève à 340 milliards d'euros, l'exil fiscal en Grèce est chiffré entre 340 aussi et 680, soit le double de la dette. Donc ça, c'est selon différentes études. Donc effectivement, c'est un problème. La question de fond, c'est que en mettant le doigt uniquement sur cette corruption, et je ne la minimise pas, mais en mettant le doigt uniquement là-dessus, on oublie les problèmes de fond, à savoir ce que je disais tout à l'heure, par exemple, comment se fait-il que la Banque Centrale Européenne puisse prêter à 1% à des banques qui, en mai 2010, allaient prêter jusqu'à 15% ensuite à la Grèce, c'est-à-dire qu'elle se faisait une marge de 14 points. Et ça,
bon, on peut m'expliquer ensuite, à partir de là, que la vraie question est donc soit on sort de l'euro et de l'Europe pour trouver d'autres alliances, soit on continue dans ce chemin. La Grèce, à mon sens, est un cobaye de ce qui se passe et de ce qui va se passer partout en Europe. La preuve, les nouveaux traités européens qui impliquent la rigueur pour tous les États européens. Et la rigueur, d'ailleurs, elle est un doux euphémisme pour parler d'austérité et de paupérisation. Mais je reviens à ce que je disais, soit on dit c'est donc sortir de l'euro la seule solution, soit il faut trouver une autre Europe. Je pense qu'il faut effectivement aller vers une autre Europe et que les solutions que vous proposez, Monsieur Asselineau, effectivement, sont très très proches d'un repli nationaliste. Vous nous avez dit texto tout à l'heure, on va verser 16 milliards aux Grecs, un puissant fonds, alors que cet argent, c'est le contribuable français qui va le payer. Ah, et alors, après, pour limiter un petit peu votre point de vue, comme vous êtes sur Beurre FM, vous ajoutiez avec un excès de démagogie sans nom, alors que cet argent, on pourrait en plus aller le donner aux Tunisiens, aux Marocains, etc. Excusez-moi, mais non, attendez, alors là vous m'attaquez d'abord. Excusez-moi, mais vous m'avez quand même sacrément attaqué tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, je ne dis rien. Alors, je voudrais bien, cette fois encore, aller jusqu'au bout, puisque vous m'avez interrompu à plusieurs reprises. Je ne vous ai encore jamais interrompu. Et ensuite, vous me dites que je parle plus que vous. Je voudrais bien, à la fin de l'émission, qu'on prenne le temps de parole. Vous n'avez peut-être pas la parole sur les grands médias, mais ici vous la prenez sacrément. Alors, pour une fois. Alors, allez-y, répondez ensuite la pause. François Asselineau. C'est honteux de dire ça. Monsieur Perrier n'a pas regardé ce que je dis et écrit depuis 5 ans. Il fait semblant que je sortais comme si c'était un argument de séance que je sors. J'ai toujours dit et écrit depuis 5 ans que j'ai créé ce mouvement politique qu'il était scandaleux que par l'intermédiaire de la construction européenne, la France verse par l'intermédiaire des fonds structurels entre 80 et 200 fois plus d'argent par habitant aux Estoniens qu'aux Tunisiens ou bien aux Chypriotes plutôt qu'aux Sénégalais. Ça fait 5 ans que je le dis, ça n'est pas un argument de séance. Deuxièmement, je suis désolé de le dire, mais 16 milliards d'euros que l'on prélève en ce moment sur le budget de la France pour donner, on va faire ça par tranche, certes au cours des 5 ans qui viennent, pour le donner au mécanisme européen de solidarité, c'est un choix budgétaire absolument monstrueux et qui va venir effectivement oui, mais attendez, je connais le discours qui consiste à se plaindre d'une situation sans voir quelles sont les conséquences de ces plaintes. On va prélever 16 milliards d'euros sur le budget de la France. Eh bien, ces 16 milliards d'euros, en plus, dans un cadre où on demande de faire des restrictions budgétaires, va avoir des conséquences sur d'autres compartiments du budget de l'État. Donc, si vous êtes pour ce système, d'ailleurs vous êtes contre, mais il faut bien voir que si ces 16 milliards d'euros vont venir être prélevés sur d'autres budgets de l'État en France, et notamment, et vous avez oublié de le signaler, j'ai parlé avant de parler de ce qui se passait, de notre alliance naturelle avec les pays de la francophonie. Avant de ça, j'avais parlé justement des restrictions en matière d'éducation, en matière de santé, des hôpitaux, de la police, de la gendarmerie, etc. J'en ai parlé avant de parler de ça. Avec comme conclusion, lâchons les Grecs parce qu'ils nous coûtent trop cher. Mais pas lâchons les Grecs, je dis aux Grecs qu'ils doivent sortir de l'euro parce que de toute façon cet argent en plus de ça est voué à rien, est voué à partir dans les caisses d'une oligarchie financière et de toute façon le problème se reposera. Alors, 19h42, on va faire une pause, messieurs, et on se retrouve dans un instant. La 4e et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Brahim. 4e et dernière partie de cette émission. Il nous reste 15 minutes à passer ensemble. Dans un instant, on va revenir aux auditeurs juste avant. Fabien Perrier voulait revenir sur un point. Je voudrais apporter une petite précision parce qu'on nous a dit tout à l'heure que les 16 milliards d'euros ne serviraient en rien à la Grèce. Mais je n'ai encore pas entendu une seule fois M. Asselineau s'exprimer sur les mesures réelles d'austérité qui sont imposées au peuple grec et les conséquences qu'elles ont. Est-ce qu'on était obligé de prendre ces décisions? Pas du tout. Ça, c'est une erreur politique que de dire que c'était une obligation. Mais là-dessus, depuis le début de l'émission, vous avez fait grand silence. Effectivement, c'est pas forcément facile de reconnaître que les politiques appliquées ne sont pas les bonnes quand on a été au Conseil régional des Hauts-de-Seine, si mes souvenirs sont bons. Par exemple,
Donc la logique économique que vous avez longtemps défendue était celle-là. Deuxième point que je voudrais dire, la Grèce participe, la France et l'Allemagne participent en moyenne à 10% aux équipements européens, la Grèce à 24%. Ça ne gêne personne. Et vous ne l'avez pas signalé. Troisième point que je voudrais dire, que je n'ai pas encore entendu une seule fois dans votre discours. Pour 1 euro investi en Grèce, 60 centimes reviennent aux Français ou aux Allemands. Plus exactement, aux grandes entreprises françaises et aux grandes banques françaises, aux grandes entreprises allemandes et aux grandes banques allemandes. Un exemple, entre Corinthe et Patras, une autoroute est en train d'être construite. Qui sont les protagonistes? Vinci, Hortif, société allemande, Bobolas, une entreprise grecque qui détient par ailleurs des médias. Bon, mais dénoncez ça, dénoncez-le. Alors, réponse de François Asselineau. Oui, donc c'est désormais maintenant, c'est carrément les attaques ad hominem. Je crois que tout à l'heure vous m'avez plus attaqué ad hominem, mais en plus en me faisant un procès d'intention, en me disant mais le PCF n'existait plus, comme si j'étais le représentant du PCF ici. Je suis journaliste. C'est vous, monsieur, je ne veux pas me laisser démonter. C'est vous, monsieur, qui êtes d'une grande mauvaise foi, parce que vous parlez sans savoir. Vous n'êtes pas allé visionner ce que je dis et ce que j'écris depuis 5 ans. Vous n'êtes pas allé visionner. Vous n'êtes pas allé visionner mon programme présidentiel. Je suis le premier à être scandalisé. J'ai d'ailleurs parcouru la France depuis des mois en expliquant à mes compatriotes ce qui était en train d'arriver en Grèce et sur les cures. La cure, c'est même plus une cure d'austérité, c'est un pillage général du patrimoine des Grecs qui est en cours. Alors ne venez pas me dire que j'approuve cela, puisque je parcours la France, moi, depuis maintenant 5 ans pour mettre en garde mes compatriotes sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe en Grèce et sur ce qui est en train aussi de se passer en France. Simplement, la différence entre vous et moi, c'est que je dis que la façon que les Grecs ont de sortir de ça, c'est de sortir du piège mortel de l'euro et de l'Union européenne. Et vous me dites qu'il faut qu'ils y restent. Et vous n'avez de solution qu'en me disant qu'il faut une autre Europe. Je vous ai dit tout à l'heure que ça fait maintenant 32 ans que l'on nous promet une autre Europe et que tous les 5 ans, on nous promet une autre Europe. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement qu'elle n'est. C'est parce que vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, vous ne pouvez pas être à la place du gouvernement allemand. Vous ne pouvez pas être à la place du gouvernement néerlandais, du gouvernement anglais, etc., ni d'ailleurs du gouvernement grec, puisque je commence à en avoir assez aussi de cette façon pernicieuse dont vous voulez me faire passer pour un homme de droite, alors même que je rappellerai d'ailleurs au passage que ces mesures d'austérité ont été adoptées avant d'ailleurs par M. Papandréou, qui était un socialiste, c'est-à-dire un gouvernement dit de gauche. Ce que moi j'explique à travers la France, c'est que le clivage de la droite et de la gauche actuellement, dans l'absolu, ça a du sens. Mais actuellement, ça n'a plus de sens puisque toutes les directives, tout est décidé par une petite oligarchie financière. Depuis Bruxelles, la Commission européenne, Francfort, la Banque centrale européenne, Washington, l'OTAN et le FMI. Voilà ce que je dis. Et ne me faites surtout pas dire que je n'ai aucune compassion pour les Grecs. C'est justement parce que j'en ai que je leur conseille ce qu'a leur a conseillé également M. Stiglitz, prix Nobel d'économie. Les pays qui sortiront de l'euro les premiers seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Alors, on va écouter nos derniers auditeurs et ensuite je redonnerai la parole à Alexandre Yvonique pour le mot de la fin. Gaël nous appelle du Var, de Toulon plus exactement. Gaël, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Je vais vous poser 3 petites questions assez rapides. La première, il y a une personne qui s'est exprimée en disant que c'était démago de dire que la France n'avait pas vraiment à travailler fallait pas travailler avec les pays coloniaux. Qu'elle m'explique parce qu'on a quand même une histoire qui nous lie. La deuxième question, c'est l'euro protège les populations, c'est ce qu'on nous a bassiné, alors que nos caddies coûtent de plus en plus cher et au niveau des guerres, on est toujours en guerre à l'aide de l'OTAN. Et la troisième question, c'est l'Europe. En quoi c'est une démocratie? En quoi nous vivons en démocratie alors que nos votes ne comptent plus? On ne nous demande plus notre avis pour ces votes-là. Merci Gaël pour ces 3 petites questions. Alors le premier point vous concernez, je crois, Fabien Perrier, c'est pas exactement ce que vous avez dit. C'est même pas du tout ce que j'ai dit. Je ne prétends absolument pas qu'il soit démagogique de travailler avec les pays du pourtour méditerranéen ou quelques pays d'ailleurs que ce soit. Je pense que ce qui est démagogique de faire, c'est de prendre un seul chiffre de 16 milliards en disant
sur une radio qui, je crois ne pas me tromper, et se veut un peu communautaire, dire on ferait mieux d'investir cet argent en Tunisie, au Maroc, ou que sais-je encore, ou pour le peuple tunisien, marocain, etc. C'est pas la question, les deux ne sont pas du tout exclusifs. Donc je n'ai déjà jamais dit ça, et je ne le pense pas. Alors, il y avait un autre point, Yvonne, sur lequel vous vouliez revenir tout à l'heure. Oui, moi il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais voulu revenir. On a beaucoup parlé du programme politique de Monsieur Asselineau, mais à la base on était quand même ici pour parler de la crise grecque et puis de la répercussion sur l'éventuelle crise de l'euro et les crises de la dette dans chaque pays. Voilà, moi juste un dernier point qu'a abordé l'auditrice sur le manque de démocratie en Europe. Le vote ne compterait plus, c'est ce qu'elle a dit. Et ouais, c'est super dommage parce que à cause de ce qu'a pu faire Sarkozy avec le dernier traité européen en refaisant un mini traité de Lisbonne avec exactement ce qu'il y avait dans le traité d'avant qui avait été refusé par le peuple français, on est en train de faire passer le concept d'Europe pour un truc qui est juste bon pour être dealé entre 2-3 ministres. Il faut aujourd'hui, pardonnez-moi Monsieur Asselineau, mais si depuis 79 on dit qu'il faut changer l'Europe, moi je leur dis encore, il faut continuer, il faut changer l'Europe, que pour une fois, pour toutes, le Parlement européen ait vraiment son mot à dire et que nos votes servent à quelque chose et qu'on fasse en sorte que quand il y a une majorité au Parlement européen, ce soit elle qui décide pour les règlements européens et pas la Commission. Alors, moi je voulais entendre Alexandre Kateb peut-être sur le détail de ces 16 milliards. Est-ce qu'on sait aujourd'hui très exactement à quoi ils vont servir, Alexandre Kateb? Ces 16 milliards sont des engagements de l'État français dans le cadre de la mise en place de ce mécanisme européen de stabilité. Ces 16 milliards sont une créance virtuelle tant qu'un pays n'est pas en difficulté et qu'il ne sollicite pas les fonds européens. Donc il ne faut pas non plus tout mélanger. Le mécanisme européen de stabilité, c'est quelque chose qui a été mis en place pour pérenniser un petit peu toute cette procédure de sauvetage, d'aide aux pays en crise. Par contre, en revanche, c'est ce que dit François Hollande là-dessus, et il a raison, c'est que l'aspect solidarité n'a pas été pris en compte dans ce mécanisme européen. Il n'y a que le bâton, il n'y a pas la carotte, c'est-à-dire un accompagnement sur le long terme pour ces États qui connaissent des difficultés et une véritable solidarité européenne pour les aider, pour les hisser vers le haut et non pas pour les ramener, je dirais, vers le bas et les pousser vers la sortie. C'est pas ça que l'Europe doit faire et c'est pas ça qui rendrait l'Europe vraiment fière de ses réalisations. Donc je pense que là-dessus, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas fonctionner par antagonisme, simplification. Ce qui manque en Europe, c'est à la fois un manque de puissance et un manque de démocratie. Les deux vont généralement ensemble, puisqu'un État qui n'a pas des fondations démocratiques ne peut pas accéder à une véritable puissance et ne peut pas vraiment dire son mot à l'échelle internationale. On est dans un monde de plus en plus multipolaire, avec des grands pôles régionaux qui sont en train de se constituer. Vous avez la Chine, l'Inde, l'Amérique latine autour du Brésil, l'Amérique du Nord autour des États-Unis. Et donc l'Europe, pour survivre dans ce monde et pour garder son modèle social, son modèle politique aussi, doit accroître sa puissance, doit s'unir au lieu de laisser les forces centrifuges, je dirais, mener ce continent à sa ruine, puisque l'alternative, elle est là, c'est entre une Europe forte, solidaire et démocratique et je dirais une désintégration de tout ce projet qu'on a mis 50 ans à construire et sur lequel il y a, comme le disait Yvonique, encore beaucoup de travail à faire, mais je ne pense pas que la solution c'est d'arrêter au milieu du chemin. Alors, on écoute nos deux derniers auditeurs, ensuite on refait un petit tour de table pour conclure cette émission. Je vais leur demander d'être bref. Najette de Paris, bonsoir Najette. Bonsoir à tous. Par quel miracle ceux qui ont fait la crise, entre autres la banque Goldman Sachs, se retrouvent à la tête des États comme l'Italie et la Grèce? Le 21 décembre, 490 milliards. 27 février, 540 milliards.
ont été donnés par la BCE à 800 banques à un taux de 1%. Comment se fait-il qu'en France, nous payons jusqu'à 7,5% et les Grecs jusqu'à 25%? Lorsque l'Europe investit 1 euro en Grèce, ça coûte aux Grecs 10 euros. Alors, monsieur Perrier, s'il vous plaît, ne prenez pas les auditeurs de cette radio pour des canards sauvages. Merci de répondre. Merci Najette. Alors Fabien Perrier va vous répondre dans un instant. On écoute tout de suite Ahmed de Paris. Et pareil, je vais lui demander d'être bref. Ahmed, bonsoir. Très bref, bonsoir, Monsieur Brani. Monsieur Brani? Oui. It's for me great pleasure to meet you another again, every day. Vous savez pourquoi? Parce que votre émission est une école. J'ai 41 ballets, j'écoute BRFM, j'ai des enregistrements depuis 86. Et je vous dis, moi, je vais à l'école à chaque fois. La qualité de vos intervenants, de vos auditeurs et auditrices, ça me permet, moi, de faire en sorte de rafraîchir mon cerveau. Monsieur Brani, qui a coulé la Grèce? Ce sont des pays comme l'Allemagne qui ont octroyé à la Grèce une ligne de crédit. Acheter. Ils étaient au courant que les Grecs faussaient leurs comptes, n'avaient pas de pognon. Ils leur octroyaient des crédits. Regardez aujourd'hui le résultat. Monsieur Brani, moi ce week-end, depuis 2 semaines, ce week-end je suis en train d'étudier différents économistes. J'ai fait des études économiques. Schumpeter, Ricardo, Keynes, Smith, Kondratiev, Kitchin, en ce qui concerne les cycles économiques, et puis Malthus. Et je ne vais pas tous les citer. Je vous dis, plus que jamais ils ont raison. Plus que jamais, Monsieur Brani, nous sommes dans une lutte des classes. Plus que jamais, Monsieur Brani, aujourd'hui, en Europe, pour moi, cette Europe actuelle, je suis pas d'accord avec votre invité qui parle de sortir de l'Europe directement, mais je le comprends. Cette Europe actuelle est une imposture. Elle n'est pas au service des citoyens européens, elle est au service, monsieur. Qui fait l'économie? Qui fait le business aujourd'hui? Ce sont les groupes économiques, la puissance, l'argent. C'est pas les États. Les États, ils se taisent, ils n'ont rien à dire aujourd'hui. Ce sont les grands groupes qui font le business et qui orientent les décisions économiques des pays. Aujourd'hui, M. Brani, on est à l'aube des élections présidentielles. Je peux vous le dire en toute sincérité que le vote blanc, moi, en ce qui me concerne, il ne faut pas me parler de vote blanc. Je sais où me cadrer, je sais où je vais aller voter, moi, ce fameux dimanche. Je peux vous le dire en toute sincérité, il y a des grands, soi-disant, parce qu'ils sont propulsés comme des missiles balistiques par les médias. Comme quoi ce sont décidément, on a pu aller voter. Il y en a que 2. On n'a plus rien à dire, Monsieur Brani. Ça y est, les jeux sont faits. Eh ben moi, je vais vous dire, il va y avoir des surprises. Et ce qui me dégoûte, moi, Monsieur Brani, c'est que ces grands groupes régionaux qui se créent dans le monde, ils sont pas au service des citoyens. Et je vous le répète plus que jamais, cette Europe est une imposture. Elle n'est pas au service des citoyens. Si elle était au service des citoyens, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation. Aujourd'hui, malheureusement, M. Brani, pour en terminer, pour être bref, logiquement, cette Europe qui a été conçue par des États, logiquement, elle représente un peuple. Nous, le peuple, vous, moi, vos invités, tout le monde, vos auditrices, vos auditeurs, nous sommes l'État des pays membres. Regardez, monsieur, ils représentent que le pognon. On parle depuis tout à l'heure que d'argent. La Grèce, ce sont des pays comme l'Allemagne, ce sont des pays comme l'Hollande, ce sont des pays comme la France qui ont ouvert des lignes de crédit à ce pays-là et qui l'ont mis dans cette situation. Alors, on va laisser nos invités répondre sur votre intervention. Merci Ahmed. Merci. Alors, il nous reste très peu de temps. Je vais vous laisser dire un mot peut-être, Fabien, sur Najette qui vous a interpellé. Je n'ai jamais dit ce qui a été prétendu à l'instant. Je peux comprendre qu'on ait mal entendu mon propos. J'ai même cité l'exemple des équipements européens, 10% de moyenne d'investissement de coût pour l'Allemagne, 24% pour la Grèce. J'ai cité aussi l'exemple selon lequel 1 euro investi en Grèce sur les fonds structurels européens rapportait 60 centimes à la France et à l'Allemagne. En revanche, il y a quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps de dire et qui est sans doute ce qui me tient le plus à cœur, c'est que quand je vais en Grèce, ça fait 2 ans que sur 2 ans, j'ai passé plus de 7 mois en Grèce.
Quand je vais en Grèce, aujourd'hui, je me rends compte que dans les hôpitaux, par exemple, il n'y a pas assez de médicaments pour la population, que dans les hôpitaux, les lits sont déchirés. Ça, c'est l'exemple des hôpitaux. Que dans les écoles, les jeunes enfants n'ont plus assez à manger. Et à côté de ça, me dire que le mécanisme européen de stabilité financière sera bon, je n'y crois pas une seconde. Il n'aide pas la Grèce. Mais me dire que lâcher la Grèce en la laissant hors de l'euro est aussi la bonne solution, c'est faux, je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a plus de base productive, le pays ne peut plus rien construire. Il faut donc réinvestir et la relance, la croissance passera par une relance. Alors, on a déjà dépassé le temps, je vous laisse dire un dernier mot, François Asselineau. Oui, je suis tout à fait stupéfait de voir qu'on voici un État qui n'est pas le seul d'ailleurs, parce que l'Italie suit, l'Espagne suit, l'Irlande suit, le Portugal suit, la France est en train de suivre. Voici un État qui est depuis maintenant 10 ans dans la zone euro, où c'est une catastrophe qui s'accroît de mois en mois, et on nous explique qu'il faut rester dans la zone euro. Ça n'est pas normal, ce qu'il faut pour les Grecs, pour le bonheur des Grecs, ils doivent sortir de l'euro et de l'Union européenne. C'est de ça. Laissez-moi parler. J'aurais voulu aussi réagir, si vous me le permettez, à ce que disait Monsieur Katem en disant il faut une Europe forte parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Je trouve tout de suite l'autre type de discours des européistes. Grattez européistes, vous avez tout de suite celui qui a peur du péril arabe, du péril noir, du péril jaune. Mais vous savez ce qui se passe. Mais vous savez ce qui se passe concrètement. Mais concrètement, vous savez ce qui se passe. Renault a racheté le japonais Nissan pour mieux s'opposer à Volkswagen. Thomson s'est fait racheter par le chinois TCL pour mieux s'opposer à Siemens. Parce que le jeu des entreprises mondiales ne tient aucun compte du périmètre de l'Union européenne. Et lorsque des entreprises européennes veulent fusionner, la Commission s'y oppose au nom de la lutte contre les monopoles. Ça veut donc dire que la construction européenne est en train d'affaiblir et de détruire notre tissu. De construction européenne. Ah oui, c'est l'autre Europe, bien entendu. Bien entendu, c'est l'autre Europe. Alors, on n'aura pas le temps de développer, mais si on pourra y revenir, bien entendu, dans un prochain forum débat. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement.